Free Coast. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales enseignement scientifique. Alors oui, on va aller assez vite, comme je l'avais dit, on va enchaîner vraiment les deux thèmes. Comme ça, au moins c'est fait, et comme ça, il n'y a pas de retard entre SVT et physique. Donc là, thème numéro 2, on va s'intéresser au futur des énergies. Ouais, parce que l'énergie, c'est pas là que pour polluer l'atmosphère, les énergies ont également un futur, ok? Aussi bien les utiliser en présent, mais aussi bien on va les utiliser en futur. Alors là, on va s'intéresser durant tout ce thème à une forme d'énergie particulière, en fait, qu'on sert couramment. Sans elle, qui dit pas de voiture, sans elle qui dit pas de lumière le soir, sans elle qui dit même pas d'alimentation, parce qu'en fait, pour conserver vos aliments, vous avez besoin d'électricité de façon directe, puisqu'il faut un frigo, et ce frigo est alimenté en électricité. Ok. Bon, sans elle, en gros, on ne vit pas. Et sans elle, évidemment, pas de téléphone. Ça paraît bête, mais je le rappelle. Alors, du coup, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un petit peu d'histoire. On va faire un petit peu d'histoire et on va s'intéresser à 2 siècles d'énergie électrique. Oui, parce que l'énergie électrique, c'est une forme d'énergie que nous consommons beaucoup, mais avant que nous consommions autant d'électricité et que nous en soyons autant addicts, il y a eu quand même 2 siècles, donc 19e et 20e, où on a beaucoup taffé là-dessus pour comprendre vraiment tous les enjeux de l'électricité. Alors du coup, dans un premier temps, on va s'intéresser à la production d'énergie électrique, et ensuite, dans un second temps, on va voir tout simplement les cellules photovoltaïques. Donc on va voir un système particulier. Alors, que d'ailleurs on verra en spé physique-chimie pour ceux qui font aspect, donc les cellules photovoltaïques. Alors tout d'abord, la production d'énergie électrique, au tout départ, donc on a mis en place un phénomène physique. Enfin, on n'a pas mis en place, on l'a découvert plutôt, c'est Faraday, donc au cours du début du 19e siècle, qu'il a découvert. Et donc, l'induction électromagnétique, c'est quoi? C'est en gros, tout simplement la production d'énergie, ok, qui va se faire, d'énergie électrique qui va se faire, lorsqu'on va approcher par exemple une bobine d'un champ magnétique, ok, d'un champ magnétique variable, ok, et donc Faraday a découvert qu'en faisant cela, on va donc mesurer une différence de potentiel, donc une tension entre deux bandes, et donc par conséquent qu'en forme d'électricité, ce que je vais vous montrer sur cette image là d'ailleurs. Donc voilà un petit schéma peut-être qui vous montre la chose, ok. Donc voilà, je pense que je prends ce schéma-là qui est un peu plus explicite. Donc vraiment, on fait approcher une bobine dans un champ, d'un champ magnétique variable, ok, voilà. Et donc comme ça, on a une apparition de tension électrique au sein de cette bobine, ok. Et donc ça, le phénomène d'apparition d'une tension électrique dans un conducteur soumis à un champ magnétique variable, c'est ce qu'on appelle l'induction électromagnétique, ok. Et donc du coup, par conséquent, c'est comme ça qu'on a pu construire ce qu'on appelle l'alternateur. Ok, l'alternateur, c'est complètement inspiré sur le phénomène d'induction. Et donc, tout simplement, c'est comme ça. L'alternateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire deux choses. C'est-à-dire qu'au départ, il a de l'énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, il va la convertir pour former de l'énergie électrique. Ok. Et justement, l'alternateur, comment que c'est fait? Il y a deux parties. Il y a une partie fixe qu'on appelle le stator. Je vais vous montrer sur ce schéma-là, qui est constituée de bobines de fils de cuivre, et d'une partie mobile qu'on appelle le rotor, qui est constituée, elle, au contraire, d'éléments ou électroéléments. Ok, vous voyez un peu le délire? C'est-à-dire qu'en fait, votre alternateur, la plupart du temps, il va être entraîné par une turbine, ok, voilà. Et donc, par le biais de cette turbine, l'alternateur, il va recevoir une certaine quantité d'éléments, donc ça peut être de l'eau notamment, et en la production par énergie mécanique à la base, d'une énergie électrique. Alors, mécanique, il faut être un petit peu précis. Alors bon, là, je sais, ceux qui m'ont en SP, vous le savez déjà. Enfin, ceux qui ont regardé les vidéos en SP l'année dernière, vous savez plus ou moins déjà le principe. Mais pour ceux qui n'ont pas fait SP physique, je vais expliquer deux choses. En fait, quand on dit énergie mécanique, c'est pas précis en fait. Parce qu'en troisième, vous avez vu énergie mécanique, mais non, vous avez vu deux formes d'énergie mécanique. Vous avez vu une énergie cinétique et une énergie potentielle de pesanteur. Qu'on appelle aussi énergie potentiel de position normalement, troisième plutôt, parce que potentiel de pesanteur, non. Troisième, c'est pas comme ça qu'on le définit. Enfin, maintenant, si ça a changé, peut-être on vous l'appelle comme ça, mais en tout cas, je crois que c'est potentiel de pesanteur. Donc, en effet, pourquoi une différence entre ces deux termes-là et pourquoi je vais la faire? C'est parce qu'en fait, très souvent, votre objet va être situé en hauteur. Donc, il a une énergie qui est due à la hauteur. Énergie potentielle de position, donc. Et non énergie cinétique. Lorsque maintenant on va ouvrir la vanne, l'eau va tomber, il va tomber, donc il va prendre de la vitesse. Donc
Là, dans ce cas, en prenant de la vitesse et du fait de la masse de l'objet, votre objet, donc votre eau en l'occurrence, acquiert de l'énergie cinétique. Et comme votre objet diminue en hauteur, par contre, il perd de l'énergie potentielle de pesanteur. Okay, bon, ça, ceux qui ont fait SP physique, je pense que vous avez bien mangé de ça. On va un petit peu remanger ça cette année, mais très faible dose. Mais voilà, pour ceux qui ont fait SP physique, je pense que ça paraît évident. Et après, donc, pour ceux qui n'ont pas fait SP, par contre, voilà, là, vous le découvrez un petit peu. Et après, donc, quand votre 3 arrive au niveau de l'alternateur, il va faire tourner la bobine d'alternateur, la partie relative, qui est tout simplement le stator, le rotor, pardon, et donc production d'électricité par conséquent. Donc, au niveau d'un rendement, en général, le rendement de l'alternateur, c'est assez proche du 1. Okay, et d'ailleurs, vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi le rendement? Et ben, le rendement, c'est tout simplement un quotient. Donc, on peut l'écrire de deux façons. Soit vous l'écrivez avec des puissances, soit vous l'écrivez avec l'énergie. Moi, c'est vrai, j'ai l'habitude de l'écrire avec l'énergie, mais bon, on peut l'écrire avec la puissance, hein, puisque T égale PT. Ok, donc on peut l'écrire avec les puissances, donc après avec les énergies. Donc, le rendement, on peut les définir comme la puissance utile divisée par la puissance reçue par le système, ou bien comme l'énergie utile divisée par l'énergie que vous avez donnée au système. Okay, alors, cela pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez une conversion d'énergie, ça je le rappelle, hein, on l'a vu dans la vidéo précédente, quand on a un système qui convertit une énergie, en fait, il y a une énergie d'arrivée. Le système, il va convertir cette énergie d'arrivée. Et donc, très souvent, il va le convertir en une forme d'énergie, plus un petit peu d'énergie dissipée par effet chaud, qu'on appelle l'énergie thermique. Et donc, c'est pour ça qu'on a la naissance de ce fameux rendement. Parce qu'on a un petit peu une part d'énergie thermique qui est perdue par effet chaud, justement. Alors, ça, c'est pour tout ce qui concerne l'alternateur et donc l'induction électromagnétique. Okay, et donc, concrètement, cette induction électromagnétique, ça existe également dans les smartphones. C'est-à-dire que ce qui charge le smartphone, c'est l'induction électromagnétique. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, on a une tension électrique qui va apparaître dans un conducteur soumis à un champ magnétique variable. Okay, et donc, on a un champ magnétique qui varie et donc apparition d'une tension électrique au niveau du câble qui permet de charger votre téléphone. Ok, à ce niveau-là. Alors, ça, c'est pour la première partie, énergie électrique et donc production. Cependant, donc, on a un autre système qui permet de produire de l'énergie électrique. Donc ça n'a pas été découvert tout de suite, c'est plutôt au cours du XXe siècle, c'est-à-dire les cellules photovoltaïques. Les cellules photovoltaïques, donc ça, elles ont été découvertes au XXe siècle, notamment dû à des avancements en physique quantique. Okay, c'est tous les travaux qui ont été faits en physique quantique à partir du XXe siècle qui ont permis d'expliquer les propriétés d'absorption, d'émission de la lumière, et ce par des spectres de raie d'émission des atomes. L'exploitation donc de ces semi-conducteurs se fonde sur cette théorie quantique. Okay, bravo. Alors, un matériau semi-conducteur, vous allez me dire, mais c'est quoi? Et par définition, on l'a peut-être vu d'ailleurs au collège, je m'en souviens plus si on avait fait ça. En tout cas, moi, je sais que ça se faisait en primaire, mais bon. Je vous redéfinis ce que c'est. Donc, un matériau semi-conducteur, c'est un matériau qui, à la fois, peut conduire l'électricité et à la fois, dans certaines conditions, peut l'isoler. Okay, c'est-à-dire qu'elle peut laisser passer l'électricité ou qui peut ne pas laisser passer l'électricité. Mais du coup, qu'est-ce qui permet de laisser passer l'électricité ou pas? Et qu'est-ce qui permet au matériau d'être conducteur alors qu'il est semi-conducteur? C'est en fait, selon l'apport d'énergie que votre système aura, soit un apport d'énergie extérieure qui est suffisant, il peut devenir conducteur à votre système. Okay, et donc cette propriété, c'est celle-ci qui est utilisée au cœur des cellules photovoltaïques afin qu'elles puissent fonctionner. Donc en fait, pour qu'elles puissent fonctionner, vos cellules photovoltaïques, il faut un apport d'énergie. Okay, et cet apport d'énergie donc qui est fait, et ça permet le fonctionnement de vos cellules photovoltaïques. Mais du coup, vous allez me dire, mais comment que ça fonctionne une cellule photovoltaïque? Elle est constituée d'un capteur, de deux capteurs plutôt, qui sont en silicium et qui sont joints en fait, l'un au-dessus de l'autre. Donc un capteur semi-conducteur dopé N et un capteur semi-conducteur dopé P. Okay, le capteur, donc, les capteurs à chaque fois ils sont dotés d'électrons et en fait, celui qui est dopé N, tout simplement, il est en excédent d'électrons, d'électrons mobiles, hein, et l'autre qui est dopé P, il est en déficit d'électrons. Et à partir du moment, on va avoir comme ça de l'énergie solaire qui va apparaître, donc une énergie suffisante. Vos deux plaques qui sont semi-conductrices en silicium, vont se mettre à fonctionner et concrètement d'un point de vue microscopique, on va avoir des déplacements d'électrons
et donc le fonctionnement de nos cellules photovoltaïques. La plupart des cellules photovoltaïques, pour vous donner un indicateur, le rendement là par contre c'est pas proche de 1. C'est-à-dire que là pour les alternateurs on était autour de 80-90% voire 100%, pas très peu 100%, plutôt 95%, voilà. Mais en revanche pour tout ce qui concerne les cellules photovoltaïques c'est encore un peu loin, on est autour de 20-25%, et grand max c'est 30%, ok, 30-35%. Alors pourquoi? Parce qu'une cellule photovoltaïque, bah déjà pour qu'elle fonctionne, il faut un minimum d'énergie solaire. Ok, l'énergie solaire qui va apporter, je rappelle, des photons, et donc qui va exciter l'ensemble, qui va pouvoir fonctionner. Et donc, pour augmenter ce rendement, on peut multiplier les jonctions avec les différents types de semi-conducteurs. Ainsi donc, le spectre d'absorption du capteur, qui ressemble à ça d'ailleurs, va être plus large déjà d'une, mais également donc, tout simplement, on peut augmenter la surface, ok, la surface qu'on a au niveau des cellules photovoltaïques. Ça peut augmenter un petit peu le rendement. Et donc également, pour connaître une caractéristique, donc la caractéristique de votre cellule photovoltaïque, il suffit de la tracer via un tableur, et ça va donner ça. Et ça va permettre d'établir les différentes caractéristiques de la cellule. Aussi bien l'intensité de départ, la puissance maximale, qui correspond en fait à l'instant où vous avez le changement de pente sur la caractéristique, et donc la tension à vide. Ok, bravo. Donc tension à vide, c'est à partir du moment où il n'y a plus d'intensité dans le système. Ok, donc la cellule photovoltaïque. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'on a fait tout. On a bien fait le tour de ce chapitre. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, c'est toi en mathématiques et en sciences.